passionnant. Donc quand on parle de technologie aujourd'hui, donc les technologies d'une certaine façon, elles façonnent notre monde, on les retrouve un petit peu partout, dans notre quotidien, mais aussi dans des tas d'autres domaines. Et donc dans notre quotidien, on fait appel au smartphone, à l'ordinateur. Il y a quelques années, on n'avait même pas d'ordinateur dans tous les foyers, et maintenant c'est juste même plus vraiment une question, on va dire. Donc effectivement, on en a vraiment de partout, elles façonnent notre monde. Et puis, on en retrouve dans certains domaines, donc l'aérospatial, l'aéronautique. On a également les loisirs, donc tous les fans de photos et vidéos, je pense, sont plutôt ravis d'avoir des technologies qui sont un petit peu partout. Et puis aussi, peut-être des technos qui permettent de répondre à certaines problématiques sociétales. On verra ça par la suite. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est finalement quels sont les buts des technologies, vers quoi on tend, vers quel monde on va avec toutes ces technos. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par performance? Est-ce qu'il y a une limite aussi à ces performances technologiques? Donc, on a 3 intervenants avec nous aujourd'hui qui vont essayer de répondre à ces questions. Alors, je commence par Adrien Gauthier, qui est à ma gauche. Donc, Adrien, toi, tu as participé à la fondation du premier Fab Lab professionnel de France, qui était basé à Toulouse, qui s'appelait Artilect Lab. Et suite à quoi, en 2017, tu as fondé ton propre bébé, on va dire, qui s'appelle Maker & Co. Un réseau d'indépendants, donc qui est un réseau d'indépendants issus du monde maker. On peut te trouver juste à l'extérieur dans une sorte de petite roulotte, peut-être c'est pas le terme qu'il faut que j'emploie, une tiny lab, tiny house. Oui, oui, tout fonctionne. Voilà, et tu nous en diras un petit peu plus justement sur ce monde des Fab Labs. Ensuite, on a Johan Lelièvre, alias Jojol. Donc toi, tu es un passionné par les nouvelles technologies. Tu as ta chaîne YouTube maintenant depuis 10 ans et tu présentes les dernières nouveautés high-tech, les plus intéressantes à ta communauté. Donc je crois que ta communauté, maintenant, elle commence à rassembler à peu près 1 700 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, je pense que du coup, tu as un grand lien avec le grand public et j'espère que tu pourras nous partager un petit peu ce qui intéresse aussi les gens d'une certaine façon. Et enfin, on a donc à ma droite Christophe Desbarres. Donc toi, tu es responsable d'un laboratoire d'innovation, attention, chez Airbus, qui s'appelle le Protospace. Donc il permet de fabriquer à peu près tout ce qu'on veut. C'est chouette de savoir que des endroits comme ça existent. L'objectif est d'intégrer donc des technologies émergentes pour innover au sein d'Airbus. Finalement, c'est un peu comme un Fab Lab, non? C'est exactement un Fab Lab. Ok. Donc tu es aussi, à côté de ça, le fondateur de Humanity Lab. C'est une initiative qui permet à des bénévoles de résoudre des problématiques sociétales grâce à la technologie dans les domaines donc, du handicap, de l'éducation, de l'environnement et de l'humanitaire. Rien que ça. Donc tu nous en diras tant. Donc là, je vais vous demander de vous présenter un peu plus précisément, en tout cas, pour qu'on fasse un peu le lien avec justement la thématique d'aujourd'hui qui est, je le rappelle, technologie et performance. Alors peut-être on peut commencer par toi, Adrien. Ok, ça marche. Alors du coup, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, nous on est devant sur le parvis avec un Fab Lab mobile. Je vais commencer par faire une définition rapide de ce que c'est que les Fab Labs. Les Fab Labs, ça veut dire laboratoire de fabrication, et ce sont en fait des ateliers ouverts à tout le monde. Donc ça peut être un particulier qui vient réparer un appareil électroménager, qui vient se fabriquer un truc qui lui tient à cœur, comme on l'a fait tout à l'heure, fabriquer peut-être des accessoires pour maintenir des caméras pour les vidéastes, etc. Se fabriquer des choses personnalisées, ou éventuellement pour des petites entreprises, des gens qui se lancent, de fabriquer un prototype pour remettre sur le marché rapidement un produit. Et le but est de retrouver là une communauté de gens qui s'y connaissent, des passionnés de techno, qui s'y connaissent dans plein de domaines différents et qui vous donnent un coup de main. Donc le Fab Lab, c'est ça, et ça vient de ce qu'on appelle le monde maker. Alors le monde maker, c'est tout un monde qui s'est créé sur la technologie, des passionnés de technologie, mais qui vont avoir un regard critique sur la techno. C'est pas des technophiles au sens premier. Le but, il y a toujours une interrogation sur qu'est-ce que nous apportent les technologies. Est-ce qu'elles peuvent nous apporter quelque chose de négatif? Est-ce qu'elles nous apportent des choses de positif aussi? Donc voilà, le monde maker, c'est des passionnés de techno qui vont toujours garder ce regard critique par rapport aux technologies, mais qui vont en général les développer et pousser les gens à se les approprier, à les connaître et à les maîtriser.
Merci Adrien. Je pense que c'est une belle définition. Jojol, tu pourrais parler un petit peu de toi, de ta chaîne. Alors moi du coup c'est Johan, alias Jojol, ça fait depuis 10 ans du coup que comme tu l'as dit, je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai la possibilité de vivre à plein temps de cette activité-là depuis 4 ans. Et du coup je fais des vidéos dans le domaine de la technologie, grand public, c'est-à-dire que mon but c'est de présenter des produits vachement cool, qui sortent du lot et qui peut potentiellement plaire à un maximum de personnes. En aucun cas je me mets une affiche spécialisée nouvelles technologies, mais plutôt passionnée de nouvelles technologies. Et voilà. Et donc tu présentes plutôt des smartphones, ordinateurs, c'est quand même plutôt ce genre de techno ou Ouais, vraiment c'est alors large? beaucoup de téléphones, c'est vrai, mais je touche un petit peu à tout. Si par exemple il y a une nouvelle tablette, un nouvel ordinateur, même une voiture, ça peut même être un aspirateur, une machine à laver, etc. C'est vraiment possible de présenter ça sur ma chaîne, mais à condition que ça sort de l'ordinaire et que ça peut intéresser ma communauté. Voilà. Christophe? Donc moi, comme tu l'as dit, je suis responsable d'un laboratoire d'innovation pour Airbus et dans lequel en fait on a intégré le concept de Fab Lab. Donc c'est un moyen pour Airbus de prototyper très rapidement des innovations et les tester dans le monde physique et pas que en digital. Donc on a un tas de types de machines comme des imprimantes 3D, des découpes laser, des découpes jet d'eau, des fraiseuses numériques immenses, qui nous permettent de réaliser nos prototypes, de transformer nos idées en prototypes concrets, quoi. Et ce que j'ai rajouté dans ce lab, c'est que j'ai voulu ajouter une dimension humaine avec le Humanity Lab et tous ces moyens qu'on a et les technologies qui sont à notre disposition, on peut les utiliser aussi pour faire des projets qui sont bénéfiques pour la société, dans les thèmes que tu as abordés tout à l'heure. Et donc, c'est d'utiliser la bonne volonté des employés d'Airbus qui ont des très hautes compétences, de les mettre dans un environnement où ils peuvent fabriquer à peu près tout ce qu'ils veulent pour résoudre des problèmes de société. Voilà. Ok, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur cette notion de Fab Lab et puis votre rôle un petit peu et votre lien avec la technologie. Alors, moi, technologie, j'avoue que j'en ai pas une définition très claire. J'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qu'on définit. À partir de quand on dit qu'un objet est technologique d'une certaine façon. Est-ce que, alors, je ne demande pas forcément la définition du Larousse, mais en tout cas la vôtre. D'après vous, à partir de quand on parle de techno? Moi, je dirais que c'est un moyen technique de résoudre des problèmes. La technologie, je la vois comme ça. Donc, c'est quelque chose de très technique. Donc, on a vu avec les nouvelles technologies, les smartphones, ça permet de communiquer, etc. Donc, c'est utiliser une technique pour résoudre un problème. Est-ce que c'est nécessairement numérique, Johan? Ben, ça peut toucher à plein d'univers. C'est vrai que moi, par exemple, sur ma chaîne, je dirais que c'est plutôt un appareil que tu peux allumer et que tu peux éteindre. Mais voilà, c'est pas que ça. Parce que tu en as vraiment dans plein de domaines, notamment la santé surtout, qui a une bonne évolution là-dessus. Mais je veux dire, voilà, pour moi, pour ma chaîne YouTube en tout cas, c'est quand tu allumes quelque chose et que tu peux l'éteindre, je le mets là-dessus, même si c'est vraiment beaucoup plus large en vrai. D'accord. Moi, j'aime bien les deux définitions. Je rajouterais que de mon point de vue, la technologie et tout ce qui est technique, c'est en fait c'est un peu des prothèses à l'être humain. C'est quelque chose qui va lui permettre de faciliter sa vie, d'accomplir un peu des tâches à sa place, d'aller un peu plus loin que là où il peut aller, on va dire, sans rien. Mais j'aime bien la définition un peu de voir les technologies un peu comme des prothèses à l'être humain. Très intéressant. Alors justement, on parle un petit peu d'innovation finalement, c'est-à-dire qu'on apporte des choses qui vont améliorer le quotidien des gens d'une certaine façon. Alors justement, ça me fait me tourner vers toi, Christophe, qui a développé un projet en parallèle, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle The Humanity Lab, donc My Human Kit, je crois.
C'est deux choses différentes, ok. Bon, tu vas nous expliquer ça, mais là, je crois que pour le coup, on parle de prothèses plus concrètement même, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de prothèses pour des personnes amputées. Alors, tout à fait. Alors, dans le milieu des Fab Labs, on a quelque chose qui émerge de plus en plus. C'est des gens qui sont capables de se réparer soi-même. C'est-à-dire que grâce aux imprimantes 3D, tous les outils de fabrication numérique, aujourd'hui, on a la capacité de créer sa propre solution. Avant, il fallait aller voir un industriel, ça coûtait hyper cher de faire des moules, etc. Maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. Les moyens, comme les imprimantes 3D, aujourd'hui, vous pouvez en trouver à 160 €. Vous avez une imprimante 3D chez vous et vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, dans le domaine du médical, on va dire, comment je peux me créer ma propre prothèse de bras, ma prothèse de jambe, etc. Et donc moi, j'ai voulu pousser ça un peu plus loin avec le Humanity Lab, donc intégré à Airbus. C'est faire appel à des ingénieurs qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ces domaines, mais qui connaissent bien les technologies et qui vont mettre leurs compétences au profit du bien commun et de permettre de réaliser, par exemple, des prothèses. Donc, on a un projet où on a fabriqué une jambe pour le champion du monde d'aviron handisport. On lui a fabriqué une jambe spécialisée dans l'aviron. Donc, il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur quel est le mécanisme qu'il faut pour lui améliorer ses performances. Donc c'est ce genre de choses. Et cette prothèse-là, en fait, l'avantage des Fab Labs, c'est qu'elle serait disponible pour moins de 50 €. Et c'est ça qui change tout dans ce que les Fab Labs proposent. C'est vu que c'est pas cher, ça devient accessible à tout le monde. Et donc c'est une prothèse, là justement pour ce handisport, c'est une prothèse qui est commandée, qui a du numérique à l'intérieur, de l'électronique. Alors là, ça va être du low-tech. Donc en fait, on est parti sur quelque chose donc, qui ne coûterait pas cher. Donc on a cherché vraiment à utiliser le moins de choses technologiques. Et puis après, il y a une histoire de réglementation. Si on met beaucoup un gros de technique, mais pas trop de numérique. Alors tout est numérique puisqu'on fabrique tout ça sur un ordinateur. Et après, c'est l'imprimante 3D qui va faire le travail, quoi. Donc on n'a pas mis de technologie numérique, on a utilisé la technologie pour fabriquer quelque chose d'assez simple, mais qui répond aux besoins. On utilise une élastique pour faire le fitness à l'intérieur de la prothèse pour créer le retour d'énergie, quoi. Donc c'est des choses assez simples, on voulait que ça soit surtout pas cher et accessible à tout le monde. D'accord, donc une prothèse pour favoriser l'accessibilité d'une forme de handicap et qui soit en plus accessible financièrement, en tout cas, et à des personnes qui ne seraient pas forcément, c'est-à-dire capables ou super pro en modélisation 3D, par exemple. C'est exactement ça. En fait, tout ce que les ingénieurs ont fait sur ce projet, en fait, ils vont le donner en open source. Donc là, peut-être on peut expliquer ce que c'est que l'open source, mais ils vont le donner et ça veut dire que n'importe qui pourra utiliser les modèles 3D pour s'imprimer chez soi sa prothèse. Alors justement, en parlant d'impression 3D, d'imprimer chez soi les choses, je crois que, Jojol, pour le coup, toi tu as une imprimante 3D, non ? Oui, j'ai une imprimante 3D que j'ai depuis 2 ans. Je ne vais pas vous mentir sur le fait que je... Tu n'imprimes pas de prothèse ? Non, Pas encore. Pas encore. C'est vrai que actuellement je l'utilise pas trop, mais quand je l'ai utilisé, c'est notamment par exemple pour imprimer des accessoires qui me permet de tourner même des vidéos. Genre par exemple un truc tout bête. J'utilise un stabilisateur, j'ai envie d'avoir un support qui permet de bien brancher, connecter le micro qui ne prend pas n'importe où. Ben, du coup, hop là, avec l'imprimante 3D, tu peux le faire sans problème. Après, j'avais beaucoup utilisé c'était pour imprimer un prototype d'iPhone, pour voir un peu comment serait le futur iPhone, par exemple. Mais c'est vrai que j'en ai pas vraiment l'usage aujourd'hui. Je l'utilise pas. Mais je pense que de toute façon, même, enfin, je sais pas vous, mais les imprimantes qu'on a à la maison, on les utilise pas tous les jours non plus, de manière générale. Donc, ça dépend peut-être. Après aussi, il y a des côtés négatifs du style, voilà, il faut attendre longtemps que l'impression se fasse, ça fait aussi du bruit. Et sachant que l'imprimante est chez moi et
que l'impression va prendre peut-être 1 jour, 2 jours, voilà, je me vois mal dormir avec le bruit, pour un bruit d'alien, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'il faut aller dans un Fab Lab. Voilà, là, ça sera vachement pratique. Et dans un Fab Lab, on n'a pas que des imprimantes 3D pour le coup. C'est vrai que ce sont les plus connus. L'émulation, elle se crée beaucoup autour de ces outils-là parce que forcément, on imprime un objet. C'est quelque chose qui paraît presque futuriste. Et on a d'autres objets, qu'est-ce qu'on fabrique finalement dans un Fab Lab? On peut fabriquer avec plein d'autres choses. Je crois qu'il y a la découpe laser. Alors dans un Fab Lab, il y a des outils. Le Fab Lab est un concept en fait qui est né au MIT pour la petite histoire. Donc c'est le MIT qui a développé un cours qui s'appelait Comment fabriquer à peu près n'importe quoi à l'aide d'outils numériques. Donc c'est parti de là, et dans ces outils numériques, il y avait l'impression 3D, la découpe laser, la fraiseuse numérique et la découpe vinyle, ce qui permet de faire des stickers, des pochoirs, etc. Donc ça, c'était un peu les outils de base. Et en fait, c'est un cours qui a eu un tel succès que les étudiants venaient presque un peu en cachette dans les salles de TP pour faire leurs propres prototypes. Parce que beaucoup d'étudiants en fait créent des startups, créent des entreprises à côté de leurs études en parallèle, et du coup utiliser les moyens de la faculté les outils de la faculté pour créer leurs propres protos. Et donc face à ça, au lieu de réglementer et d'interdire les étudiants à venir dans les salles de TP, il y a eu un éclair d'intelligence qui était de multiplier ces outils et même les sortir de la faculté pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que sont nés les Fab Labs. Donc on retrouve les machines que j'ai citées tout à l'heure qui sont pilotées par ordinateur parce qu'elles nous permettent... alors aujourd'hui, on n'est pas tous experts du dessin 3D. Nous non, mais la future génération, oui, parce que c'est aujourd'hui des compétences qu'on apprend à l'école, et ce qui nous semble évident, nous, aujourd'hui, ce qu'on a appris à l'école, ce sera aussi évident pour eux dans le futur de savoir dessiner en 3D, et donc d'utiliser ces machines, parce que la grosse compétence, finalement, c'est le dessin, et non pas l'utilisation de la machine qui, elle, par définition, est automatique. Donc c'est ces outils-là qu'on retrouve. Et qu'est-ce qu'on fabrique dans un Fab Lab? Il faudrait quelques jours pour répondre à la question, et encore on ne pourrait pas être exhaustif. Moi j'ai connu Christophe au Fab Lab de Toulouse justement sur son projet d'impression de jambes. J'ai toujours d'ailleurs des prototypes de jambes sur les étagères. Donc voilà, un gros sujet sur la santé, sur les prothèses qu'on peut fabriquer soi-même, pour vraiment pas cher et justement personnalisé, c'est ça l'intérêt. Pour la petite histoire, il y a le CHU qui était venu nous voir de Rangueil pour imprimer des trachées artères, parce qu'ils ont des taux de rejet énormes aujourd'hui. Il y a trois tailles de prothèses aujourd'hui. Donc ils nous ont envoyé des scans, on en a fait une modélisation 3D, on les a imprimés en 3D, et après ils sont passés par une autre société qui imprime dans des matériaux biocompatibles. Mais on a fait la preuve de concept aujourd'hui. C'est une start-up qui a décollé, qui a gagné des prix d'innovation, et le CHU est en capacité de fournir maintenant des prothèses adaptées et personnalisées à la forme de chaque organisme. Voilà, ça c'est des applications sur la santé. Il y en a plein d'autres. Ça va du drone, de l'architecture, de la musique. Enfin, c'est infini. Là, aujourd'hui, si vous venez nous voir, on va essayer de fabriquer une guitare électrique dans le petit Fab Lab qui est sur le parking. Donc on peut vraiment tout fabriquer. Alors on peut tout fabriquer, tu fais bien insister sur le tout. Il y a une petite exception dans la charte des Fab Labs qui est pas très longue, mais il y en a une, qui est qu'on peut presque tout fabriquer. D'où vient le presque? C'est que si on adhère à la charte des Fab Labs, on s'engage à ne pas fabriquer des armes ou tout ce qui peut nuire à autrui. Voilà, c'est un peu la seule limitation qui existe dans les Fab Labs, mais sinon tout est possible et tout est même encouragé. Moi j'ai une petite question. Les imprimantes que vous avez, en termes d'impression, taille maximum, c'est combien? Alors, nous, au Fab Lab, la plus grosse qu'on ait, c'est du 50 par 50 par 50. Ok, d'accord. Donc, mais après, la plupart des choses qu'on va imprimer, c'est pas forcément des choses énormes. Okay. Dès qu'on va passer sur des choses plus grosses, on va utiliser la fraiseuse numérique. Donc là, on est capable de fabriquer des cockpits en entier avec une fraiseuse numérique et du bois et qui remplit sa fonction, quoi. Donc voilà. Mais sinon,
c'est pas vraiment les outils qui font la qualité du Fab Lab, c'est plutôt les gens qui sont dedans. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le maker, ça devient un emploi. Et l'industrie recherche de plus en plus de gens qui sont capables de fabriquer des choses avec les outils modernes qu'on peut trouver dans des Fab Labs, quoi. Mais ce qu'avait l'air de dire Adrien aussi, c'est que le futur, c'est que nos enfants seront capables potentiellement de modéliser. C'est-à-dire, on a besoin, par exemple, d'un stabilisateur pour notre smartphone. Je pourrais carrément le faire pour l'adapter à la forme de mon smartphone, etc. En attendant, comment tu fais, Jojol, De quoi? pour récupérer des objets? Ah, alors moi c'est vrai que je m'embête pas trop. Il y a du coup plein de sites internet qui partagent, où il y a plein d'utilisateurs qui partagent leurs propres fichiers. Et c'est vrai qu'il y a une communauté juste dingue à ce niveau-là, et il y a vraiment de tout. De tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment des... On a la majorité du temps, ce que tu aimerais avoir, tu l'as en faisant quelques petites recherches, et du coup c'est gratuit en plus la majorité du temps. C'est le fameux open source. C'est ça, ouais, ça c'est énorme. C'est vraiment une Alors, esprit ouais, communauté vraiment justement, forte. cette notion d'open source, la retrouve beaucoup dans le milieu des Fab Labs, dans le milieu des technologies aussi de manière générale. Donc là, toi, tu travailles pour Airbus, donc j'imagine qu'il y a forcément des créations que vous faites qui doivent être secrètes et gardées, c'est normal. Donc là, on n'est pas open source. Par contre, dans les Fab Labs, dans l'idée, c'est d'avoir du coup de plus en plus de créations qu'on fait et qu'on ouvre à tout le monde. C'est ce que tu disais justement sur ta prothèse ou alors le stabilisateur de Jojol, en l'occurrence. Voilà, ce sont des objets D'ailleurs, qu'on peut télécharger. c'est le même style que toi t'as, justement. Ah oui. Bon, voilà. Ah, justement, c'était Vous la voulez même voir un problématique que exemplaire, j'avais. Il Je faut- te l'avais pas dit hier, mais voilà. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous qui pourrait nous expliquer un peu ce que c'est l'open source, concrètement? Donc, c'est un terme anglais, déjà. Alors, ce terme, il est venu au départ du monde du logiciel, où on partageait des logiciels, le code des logiciels. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'open source, c'est qu'il y a la notion de partage. En fait, on considère que partager quelque chose, c'est plus puissant que de le protéger et de le faire dans son coin. Et on utilise une communauté en fait, de gens qui vont pouvoir développer sur ce qu'on a déjà créé et agrandir et faire des choses meilleures. L'open source, en fait, c'est une licence qui protège votre création contre un brevet qui va venir se poser dessus. Et du coup, vous aurez la liberté de continuer à l'utiliser. Donc c'est le fait de mettre des choses dans le bien commun, ça le protège d'un brevet éventuel dessus, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous créez quelque chose, vous le mettez du coup sur cette plateforme de bien commun avec cette licence-là, justement, personne ne pourra, enfin les gens pourront reprendre votre idée, mais ils ne pourront pas en tout cas se faire de l'argent dessus. Alors, déjà. si on peut aussi, on peut mettre une licence particulière où on dit vous pouvez télécharger et gagner de l'argent, ou vous ne pouvez pas en faire un business. Voilà, donc c'est vous qui choisissez au moment où vous partagez votre innovation, quoi. C'est comme les musiques, par exemple, qu'on peut télécharger sur Internet. Non, c'est cool. Après, pour revenir sur ce sujet-là, tu as dit tout à l'heure que c'était surtout dans le grand public et pas dans l'industrie. En fait, ça existe dans l'industrie et c'est même extrêmement répandu. En fait, il y a une grosse brique qui peut être en open source. En fait, c'est un travail qu'on met en commun. Faut le voir comme ça, quoi. Tout le monde travaille pour créer du savoir et le mettre en commun, qu'on n'ait pas à le refaire à chaque fois. À chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on n'est pas obligé de réinventer la roue. Donc, généralement, l'innovation, elle va être peut-être sur un quart du produit, un quart du concept. Donc, les trois quarts, on ne va pas les réinventer à chaque fois. On prend cette base qu'on a créée en commun, qui est en open source, et après, chaque entreprise peut aller faire la différence sur une brique qui, elle, ne sera pas forcément en open source. Mais voilà, ça évite de refaire la roue à chaque fois et de juste mettre dans le domaine privé une partie du produit. Mais l'open source est très utilisé dans les entreprises pour aller beaucoup plus vite et éviter de tout refaire à chaque fois. J'ai cru voir aussi passer une sorte de banque de données chez Boulanger. Pour la réparation où on peut des réparer des objets qu'on aurait achetés là-bas et Ouais. ils nous mettent à disposition des fichiers 3D qu'on pourrait télécharger Ouais. et imprimer. Ça, c'est super, ça. Ça, moi, j'encourage tout le monde à essayer de développer ce processus-là. C'est effectivement toutes les pièces qui sont susceptibles de casser un peu plus rapidement que les autres.
avoir les fichiers en ligne pour pouvoir justement les imprimer avec une imprimante dans un Fab Lab et remplacer sa machine plutôt que de la jeter alors qu'il y a juste une petite pièce en plastique qui est cassée. Je voulais juste revenir rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure par Christophe sur les makers et les makers dans l'industrie. Donc effectivement, les makers sont des profils recherchés parce qu'ils ont la capacité d'être pragmatiques et de faire rapidement un objet, une preuve de concept. Mais il y a aussi une tendance qui a été de ces dernières années, voire ces plusieurs dizaines de dernières années, qui était que les gens se spécifient énormément sur une tâche, que ce soit la mécanique, l'électricité, les gens sont de plus en plus spécialisés, alors que les makers ont cette capacité d'être un peu touche-à-tout, et du coup de débloquer pas mal de situations, ou du moins de ne pas être obligé de travailler avec une grosse équipe pour fabriquer quelque chose, quoi. C'est ce côté un peu touche-à-tout qui leur donne aussi une vision un peu large de ce qu'est un produit et de la conception d'un produit, et d'aller un peu rapidement sur de la preuve de concept, quoi. Il faut être polyvalent, quoi, on va dire. Ok, donc dans les technologies que vous côtoyez au quotidien, on va dire, lesquelles sont les plus marquantes à votre avis, lesquelles on pourrait retrouver vraiment dans le monde de demain? Tout à l'heure, tu parlais de futur, justement. Alors, j'imagine que toi, Jojol, vu que tu t'intéresses justement à l'originalité, on va dire, a beaucoup de liens avec les personnes qui te regardent, tes abonnés, et donc tu dois savoir un petit peu ce qui plaît et ce qui pourrait être propulsé un petit peu au devant de la scène demain, quoi. Alors moi, de mon côté, je vais parler du type de produit que je présente le plus sur ma chaîne YouTube, c'est du coup les téléphones. J'ai eu la chance de pouvoir tester pendant un très gros mois le téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, qui reviendra du coup la semaine dans le 18 septembre en France. Et donc du coup c'est le premier on va dire vrai smartphone avec écran pliable. Et de mon côté j'ai été au début très sceptique, et en l'ayant eu en main, en l'ayant testé pendant un mois, j'ai été impressionné, et franchement c'est le futur produit que tout le monde aura d'ici 5-6 ans. Je me fais pas trop de difficultés, Ouais. je me prends pas la tête par rapport à ça. Je pense que tout le monde va apprécier cette nouvelle technologie. Donc, Qu'est-ce que ça change d'un téléphone classique, on va ben, dire, en standard? gros, c'est avoir la possibilité d'avoir une tablette qu'on peut transporter n'importe où. Et c'est un confort absolu en termes d'utilisation quand on va sur Internet, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on regarde des vidéos, même quand on joue à des jeux, d'avoir un plus grand écran, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est une sorte de tablette transportable, on va dire. C'est ça. C'est ça. T'as envie de dire quelque chose? Ouais, moi, mon sens dans ce qui va vraiment se développer, ce qui va être dans ce qu'on appelle les deep tech et les technologies de rupture, je pense que la biotechnologie va prendre une place énorme d'ici les prochaines années, avec des capteurs qu'on va voir arriver justement sur les téléphones et qui vont ajouter une interface, on va dire, encore plus mince avec l'humain, avec la biologie biologie de l'être humain. Ça, c'est vraiment dans le monde de la high-tech. Je pense que en complément, et non pas en opposition, en complément, les low-tech vont revenir aussi sur le devant de la scène, dans le sens où il va falloir se réapproprier quand même pas mal de savoir-faire, parce que ce sera nécessaire et parce que ce sera aussi épanouissant de réapprendre à faire quelque chose de ses mains. Donc low-tech, ça veut dire être manuel, plus manuel en tout cas qu'en étant... C'est utiliser effectivement des outils qui ne sont pas forcément numériques, qui sont plus de ce qu'on pourrait dire de l'ancien monde, des outils du menuisier, du forgeron, etc. Et un exemple de création low-tech? De création low-tech, je l'ai pas là, c'est dommage. Les guitares qu'on fait en ce moment, alors là avec une fraiseuse numérique, on en fabrique aussi manuellement, donc avec des outils de luthier. Donc là, c'est vraiment un vieux métier qui demande beaucoup de travail de minutie. C'est forcément plus long de fabriquer en low-tech? Pas forcément, en fait. C'est ça. Il y a toujours un compromis à trouver. À la base, le numérique, c'est quand même, à la base, c'est vraiment un outil industriel qui permet de faire de la série. C'est comme ça qu'il a été utilisé dans un premier temps.
Et aujourd'hui, depuis ces dernières années, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les Fab Labs, c'est que leur coût d'achat a chuté drastiquement et leur facilité d'utilisation aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser des outils numériques pour fabriquer quelque chose très rapidement, mais en fait, ce n'est pas forcément une règle qui vaut à chaque fois, quoi. Donc des fois, on utilise une perceuse, une visseuse, une scie, pour aller plus rapidement sur un résultat, quoi. Ok. Le numérique n'est pas forcément la réponse à tout pour tout fabriquer en tout cas. Non, tout est, Et tout donc est un toi, compromis. si tu imaginais le futur un petit peu, qu'est-ce que tu y verrais? Alors, moi, je vois une émergence en fait, de toutes les technologies qui sont là aussi pour améliorer la vie des personnes, que ce soit dans le médical, mais aussi dans tout ce qui est augmenté, hein, améliorer ses capacités physiques avec les exosquelettes, etc. Donc il y a ce genre de technologie qui peut... Alors, juste une petite précision, qu'est-ce qu'un exosquelette? Ah oui, on va dire c'est un squelette mécanique qu'on va porter et qui va nous permettre, par exemple dans l'industrie, de soulever des charges très très lourdes qu'on ne pourrait pas soulever sans l'exosquelette et pouvoir être plus efficace. Alors ça peut être ça dans l'industrie, ça peut être pour les militaires, ils utilisent des espèces de chaussures qui permettent de limiter la dépense d'énergie et pouvoir marcher plus loin, Ça etc. augmente les performances de l'homme. Aidé par la mécanique et la technologie, quoi. Donc des choses pour mieux voir, pour mieux entendre, pour toutes ces choses-là. La médecine aussi. D'ailleurs, j'ai testé en réel ce genre de machine et c'est vrai qu'on a l'impression de devenir Hulk, quoi. Ah non, c'est abusé, c'est abusé. En plus, c'est pas si lourd que ça quand c'est sur soi, donc c'est vachement impressionnant, quoi. Et vous savez en quelle matière c'est fait? En quelle matière on fait ces choses-là pour pas que ce soit trop lourd et en même temps solide? Ça va dépendre. Alors après, il y a des fois, ça peut être très lourd, mais c'est l'exosquelette qui se supporte lui-même, quoi. Donc il y a ces choses-là. Après, il y a des choses qui sont simplement en carbone, avec des systèmes de ressort. Dans l'industrie, on a des exosquelettes qui permettent de passer du temps à percer des trous dans cette position, avec des appareils parfois lourds. Et donc, ce genre de choses permet du confort et plus d'efficacité aussi pour faire son travail, quoi. Et donc du coup, si tu imagines le futur, tu imagines plus d'exosquelettes ou pas? Alors là, il y a une tendance dans le monde de la technologie qui est d'aller vers le transhumanisme et on parle même d'avoir par la suite des amputations volontaires pour avoir accès à des technologies pour être plus efficace, etc. Donc je pense qu'on en est encore très loin aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, à quel point les gens veulent accéder à de la performance et jusqu'où ils peuvent aller pour atteindre cela, quoi. Donc en résumé, les technologies, elles peuvent nous permettre d'avoir plus de confort. C'est ce que tu disais avec justement là, avoir un téléphone petit, facilement transportable et en même temps une qualité du coup visuelle décuplée. Et puis on peut avoir aussi des technologies qui vont nous permettre de nous réparer. Donc c'est le cas d'une prothèse classique, donc comme tu vois, tu as une jambe, ou alors qui vont pouvoir décupler nos performances. Et si on veut être marathonien demain, on pourrait se faire volontairement, alors ça me paraît fou, mais c'est vrai qu'il y a des pro-transhumanistes en l'occurrence, donc se faire amputer une partie des jambes, ou alors même se faire opérer aussi pour avoir plus de performance. Exactement. Après, vous avez des choses aussi, des gens qui vont s'injecter des puces à l'intérieur pour avoir accès à je sais pas quoi. Enfin, tout ça, ça commence à arriver petit à petit. Donc l'intégration de la technologie dans le corps. Donc je sais pas, là ça va rendre ton boulot un petit peu plus complexe, je pense. Ouais, parce que le but c'est la mort de la mort, ça fait que tu auras beaucoup de contenu quand même C'est vrai l'infini à mettre sur YouTube. C'est vrai que je pensais pas en me lançant sur ma chaîne YouTube que en fait tous les jours j'ai la possibilité de proposer énormément de contenu, ça chôme pas, je m'ennuie pas, il y a toujours des trucs cool. Donc c'est le gros côté positif sur ma thématique. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça marche?
Qu'est-ce qui fascine les gens en fait finalement Ben, aujourd'hui, tout le monde utilise des téléphones, des ordinateurs, des voitures. Ils sont submergés de technologie, donc ils sont obligés de s'y intéresser. Surtout si ils ont la casquette acheteur, s'ils veulent s'intéresser à un produit en particulier parce qu'ils sont tentés donc du coup de l'acheter. C'est pour ça que moi, comme c'est grand public, c'est plutôt des produits grand public. Je ne vais pas commencer à rentrer sur des trucs que les gens ne peuvent pas forcément acheter. Mais je prévois tout de même, je réfléchis à des sujets de vidéo hein, que justement, genre par exemple, comme je t'avais dit, je suis assez fasciné par le garçon qui a sa prothèse, sa main mécanique. Je trouve ça vachement impressionnant et surtout voilà, du coup faire des vidéos notamment en rapport avec la santé et la technologie qui est vachement qui évolue de plus en plus et il y a des trucs vachement cool à parler quoi. Il y a vraiment des trucs chouettes à faire. Nous, on avait imprimé une main pour un gars qui était venu au Fab Lab, qui avait perdu la moitié de sa main. Et aujourd'hui, il s'est acheté, on lui a imprimé la première main, il s'est acheté une imprimante 3D. Et maintenant, en gros, il s'imprime les doigts quand il les casse au fur et à mesure. C'est énorme. Et en vrai, il faut que je fasse une vidéo comment fabriquer une main. En plus, c'est vraiment un cas malheureusement hyper répandu, quoi. Donc, ça peut servir à beaucoup de monde. Ouais. Il y avait un petit. C'est pas que pour le handicap aussi. Je sais pas si vous avez vu ce 6e pouce pour tenir des objets et qui rajoute, en fait, qui augmente un peu l'homme en ayant un 2e pouce de l'autre côté de la main. Alors c'est sans opération. Sans opération. Là, c'est effectivement une petite prothèse qu'on se rajoute. Donc là, Tout on à fait. s'augmente aussi, on augmente aussi ses C'est pas la facultés. réparation, mais c'est l'augmentation. Et là, dernièrement, j'ai vu sur Twitter une vidéo d'un enfant qui portait le style d'appareil qu'on a dans le film, l'un des ennemis de Spider-Man, Octopus, c'est ça hein où en gros il a 4 bras articulés et il y a un enfant qui a justement essayé ça et ça marche quoi. Donc c'est assez impressionnant. C'est au Japon aussi où ils sont en train d'inventer une espèce de queue qu'on pourrait porter comme Avatar. et qui apporterait une amélioration. Alors moi, ce qui me surprend toujours quand j'entends les smartphones pliables, bon, on l'a un peu plus vu venir, la queue un peu moins quand même, le 6e pouce, bon, pourquoi pas. Comment, à votre avis, on a ces idées-là, justement? J'ai l'impression qu'on est en train de chercher à chaque fois à augmenter justement les facultés de l'homme, ou à aller un peu dans une sorte de confort extrême, ou alors décupler toujours plus les possibilités. Moi, je m'interroge un peu sur le besoin. Quel besoin on a finalement? Est-ce que ça reste du domaine du loisir, du hobby pur? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est, entre guillemets, raisonnable? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Il y a plusieurs façons. Pour vraiment schématiser, on va dire qu'il y a 2 façons de concevoir un produit. Soit on part d'une techno parce que dans la recherche, on va toujours plus loin dans la recherche de l'amélioration de cette techno. Et après, on essaye de lui trouver des applications physiques et concrètes. Soit au contraire, on part des vrais besoins que rencontrent des usagers, la population, etc. Et là, on essaye de trouver la bonne techno, si c'est une techno qui répond à ce besoin-là. Il faut avouer que dans beaucoup de cas, je ne sais pas si dans beaucoup de cas, mais il y a eu une tendance effectivement à pousser de la techno sur le marché sans forcément qu'il y ait un besoin demandé, mais qui peut trouver de réelles problématiques à résoudre. Là, dans ce que dit Christophe, moi je travaille avec des sociologues, ça fait qu'on cible des populations et on essaye de comprendre leurs problèmes et du coup les problèmes qu'il y a à résoudre. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des personnes âgées et un des gros problèmes qu'ont les personnes âgées, c'est de sortir de chez elles pour se nourrir, pour se sociabiliser, pour toutes les raisons pour lesquelles on sort de chez nous. Et un des gros freins, c'est évidemment la fatigue et de ne pas pouvoir s'asseoir un peu partout. C'est pour ça que je rage, moi, quand je vois sur les bancs des trucs où on ne peut plus s'asseoir pour les... Bon, déjà, c'est pas cool pour les SDF, mais en plus, il n'y a pas que les SDF, quoi. Il y a les personnes âgées qui ont besoin de se reposer tous les 10 mètres, quoi. Bon, bref, ce que dit Christophe, ça me fait penser à ça, cette espèce de queue, alors je ne sais pas à quoi ça ressemble,
Mais en tout cas, ça pourrait être un moyen de répondre à la problématique qu'ont par exemple les personnes âgées, de pouvoir s'asseoir où elles veulent dès qu'elles ont besoin. Un des gros enjeux en fait de quand on conçoit un produit, à mon sens, c'est d'arriver à faire un produit qui répond en fait à tout le monde, soit sur toute la durée de la vie, soit à des moments dans la vie. Moi je dis qu'on est tous handicapés à un moment donné, qu'on se soit cassé un bras, qu'on soit enceinte, qu'on ait une maladie, qu'on soit tout simplement fatigué pour telle ou telle raison à un moment donné. On se retrouve tous dans une situation, et je pense qu'il faut plus parler de situation finalement que des fois d'usagers. On se retrouve tous dans des situations à des moments donnés où on va rencontrer les mêmes problématiques que d'autres personnes qui n'ont pas du tout finalement les mêmes caractéristiques que nous. Donc ce qui est intéressant quand on conçoit un produit, c'est d'arriver à faire en sorte que ce produit, on l'achète à 20 ans, on l'utilise d'une certaine façon jusqu'à, mettons, 80 ans, et à 80 ans, cet objet est dans notre quotidien et on l'utilise d'une autre façon en fait. Parce qu'à chaque fois, ça répond à des problématiques différentes qu'on croise tout au long de notre vie. Donc du coup, il y a cette notion de besoin. Là, en l'occurrence, toi, tu t'intéresses à l'aspect sociologique avant de concevoir quelque chose. Donc forcément, tu réponds en tout cas à une demande de quelque chose. Et après, il y a l'autre façon de concevoir le produit. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est plus... C'est plus poussé d'essayer de partir d'une techno et de trouver des usages, en fait. D'inventer des problèmes. Soit d'inventer des problèmes, soit effectivement de tomber par hasard sur des problèmes qu'il y a à résoudre. Mais quand on part d'une étude socio et qu'on part d'un vrai besoin, des fois on est bien content de trouver une techno qui sort du laboratoire et qui finalement, alors qu'on n'aurait pas pensé, par coïncidence, tombe bien sur la problématique qu'on a, quoi. Jojol, tu voulais rebondir là-dessus ? Moi je suis d'accord avec lui, et j'ajouterais le fait qu'il y a aussi plein de technos qui sont créés avec des faux besoins et qui sont plutôt marketing qu'autre chose, et qui sont là pour se faire de l'argent ou soit de l'image, quoi. Genre par exemple, en restant dans le domaine des téléphones, souvent ils vont il y a une période, c'était la course aux mégapixels, celui qui aura plus de mégapixels, alors que ça veut complètement rien dire. Pareil pour l'écran, il y avait moi j'ai un écran Quad HD+, toi tu as un écran HD+, moi c'est mieux. Ouais, non, pas forcément. Et donc du coup on crée beaucoup de faux besoins, je trouve, aujourd'hui quand même, en tout cas sur le côté grand public, tout simplement pour faire vendre. Après je dis pas que c'est comme ça partout, bien sûr que non, mais après aussi on crée pas mal de produits, enfin pas mal de techno qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui, mais qu'on utilisera peut-être dans 5, 10, voire 30 ans, oui. Et qu'on n'a pas forcément besoin aujourd'hui, mais plus tard, quoi. Oui. Après, moi je crois que l'évolution de la technologie aussi, ça permet déjà le fait qu'il y a deux choses, hein. Il y a le fait que ça soit plus accessible, des choses qui sont très chères aujourd'hui, dans 10 ans ça coûtera quasiment rien, et ça permet de faire évoluer. Nous par exemple chez Airbus, on travaille aujourd'hui, les technologies qu'on va rechercher, c'est des technologies pour avoir des avions qui ne polluent plus, hein, des zéro émission. Donc c'est vraiment vers cette direction-là qu'on essaye de travailler, parce que c'est un besoin aussi de la société. Donc il y a beaucoup d'innovations qui ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui, étant donné le contexte, qui ont été créées il y a quelques années et qui sont finalement, après avec du recul, sont complètement aberrantes du point de vue de la pollution, etc., qui aujourd'hui ne peuvent plus exister, et c'est dépendant du coup du contexte. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Là on a un rôle et une responsabilité pour notre planète, et l'idée c'est d'utiliser cette technologie plus pour résoudre ces problèmes que créer de faux besoins, etc., de mon point de vue. Justement, tu as parlé du coup de l'avion avec zéro émission. Est-ce qu'on a des informations un petit peu plus précises, genre une année, parce que ça c'est non, aujourd'hui les technologies existantes ne sont pas matures pour transporter un avion comme ça, mais on est déjà un modèle d'avion qui est capable c'est un concept en cours de travail pour voler avec des moteurs électriques.
Ok. Donc c'est le genre de technologie sur lesquelles on va travailler, améliorer la performance pour pouvoir s'adapter à ce type de moteur dans le futur, quoi. Avec panneaux solaires intégrés, je suppose, pour s'auto-recharger. C'est plus des énergies... Vraiment verte. Les panneaux solaires aujourd'hui ne permettent pas... Il y a un avion qui vole, qui a battu le record de vol, mais il est immense, il y a une personne dedans. Effectivement, il a des panneaux solaires, mais on ne pourra pas transporter Il fait le 300 job, passagers avec cet avion, malheureusement. Alors, je vais passer aux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public de personnes voilà. N'hésitez pas, même si vous les connaissez déjà. Jojol, est-ce que, avant d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir rencontré les différents speakers, la santé, c'était un sujet qui t'intéressait par rapport à la technologie? Alors, on va dire que cette année, je trouve qu'il y a de plus en plus de mise en avant, justement, notamment sur les réseaux sociaux, de ces innovations en rapport avec la santé. Et c'est par ce biais-là que je me suis dit qu'il faut que je m'y intéresse plus et que je puisse faire des vidéos dans ce domaine-là. Mais après, j'aurais pu faire le mec qui propose une vidéo avec des photos intégrées ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, d'aller voir carrément la personne, de voir comment ça fonctionne. Donc du coup, c'est du contenu qui prend beaucoup plus de temps, il faut avoir les contacts et tout. Mais en tout cas, je prévois de mettre de plus en plus de vidéos de temps en temps qui ont un rapport avec la santé, parce que je trouve que c'est super intéressant à en parler au grand public. Même s'ils n'en auront pas forcément l'utilité, eux, juste de connaître que ça existe, ça suffit déjà pour faire un chouette contenu et puis voilà, quoi. Vous parliez de l'exosquelette tout à l'heure, de bras articulés. Est-ce qu'il est possible d'aller trop loin? Est-ce qu'il y a un moment où on doit s'inquiéter de toutes ces transformations technologiques du corps, quand vous parlez de queue qu'on rajoute, d'amputation volontaire? Est-ce qu'on peut se dire que parfois la technologie c'est bien, mais on peut aller trop loin? C'est toute la question. Ce qui est difficile, c'est de savoir où s'arrêter, parce que c'est un jugement qui est propre à chacun. Et du coup, quand on n'est pas capable de placer une limite, généralement on n'en place pas. Donc oui, moi je suis persuadé qu'il y a un moment où on va trop loin, forcément. De toute façon, si on considère qu'on peut aller jusqu'à l'infini, il y a forcément un moment où on va trop loin. Ce qui est très difficile, c'est de s'entendre à 7 milliards de personnes actuellement pour savoir où est la limite de ce trop loin, quoi. Mais du coup, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui travaillent sur l'éthique de la technologie. Donc, je pense que c'est ultra important. C'est une responsabilité de proposer une technologie au public, etc. Après, c'est la façon dont on l'utilise la plupart du temps qui fait la différence. On peut avoir une même technologie qui peut servir à faire du bien et une autre à blesser ou à être mauvais pour la société. Mais c'est une responsabilité, c'est une éthique sur laquelle il faut réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi, bien sûr. Et on n'a pas forcément de recul aussi. Là, par exemple, je trouve que les derniers débats, c'est notamment sur le clonage. Est-ce qu'on autorise ce genre de choses? Est-ce que non? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Voilà, chacun a un avis différent. C'était où, dans quel pays là dernièrement? C'était en Chine ou en tout cas c'est dans un pays asiatique où ils avaient cloné le premier chat. Donc, et là il y a eu plein de débats notamment sur aujourd'hui Twitter. on a la capacité technique de faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne voient pas le jour d'un point de vue de l'éthique, quoi. Mais voilà, après il y a toujours des personnes qui vont pousser des choses pour une des choses que recherchent les gens qui inventent de la technologie aussi, c'est comment éviter la mort, trouver des remèdes à la mort, en fait, en utilisant la technologie et compagnie. Et donc ça, c'est pareil, c'est une question d'éthique sur laquelle on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça peut donner dans une planète où les gens ne pourraient pas mourir, quoi. Donc, en fait, ce qui contrebalance ça, c'est qu'on peut se dire que philosophiquement, on est contre
cette idée de tuer la mort. Seulement, ce qui est mis en face de ça à chaque fois, c'est que oui, mais ça permet de guérir. Donc en gros, ce qui est mis en face et ce qui dit, là où on dit ah ouais, c'est vrai, c'est que j'en sais rien, tu as un gamin qui, pour la même technologie, t'empêche un gamin de mourir parce que tu le guéris d'une maladie ou d'une amputation ou de quoi que ce soit, et que si tu fixes une limite, tu te dis bon là, cette techno, on l'utilise pas pour aller plus loin, mais ça fait qu'on l'utilise pas non plus pour sauver ce gamin, quoi. Et c'est là où ça devient très compliqué de faire ce choix de pour le bien de l'humanité, on va laisser mourir ce gosse, quoi. Il y a plein d'autres aspects qui ne sont pas uniquement, on va dire, liés à la vie ou à la mort. Il y a l'aspect aussi sociologique. On n'a pas forcément de recul sur ces innovations. Et on ne se rend pas compte peut-être de l'impact qu'aurait, peut-être le regard qu'on porterait sur le handicap, peut-être des nouvelles castes sociologiques qui se créeraient entre ceux qui sont augmentés, ceux qui ne le sont pas. Enfin, il y a forcément des nouvelles choses qui naîtraient avec ces innovations-là. Et c'est vrai que ça, tant que ce n'est pas arrivé, et tant que ça fait pas au moins 10 ans que c'est ancré dans la société, c'est difficile de savoir vraiment vers quoi on ira et comment réagiront les gens. Surtout si on ne garde pas un super système de sécurité sociale, ça va faire une disparité entre ceux qui pourront se payer cette médecine-là et les autres, quoi. C'est déjà directement le facteur différenciant qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont vivre très très vieux et d'autres qui vont mourir finalement très jeunes, quoi. Donc à moins que tout soit financé et qu'on arrive à augmenter en même temps que nous notre système de sécurité sociale, il va y avoir des disparités qui vont apparaître. Il ne faut pas quitter la France. Après, il y a aussi toutes les innovations qui sont en train de transformer notre société, notamment l'automatisation de beaucoup de tâches. Aujourd'hui, on va avoir affaire à de plus en plus de robots, de bornes, de tout ce que vous voulez. Et il y a certains métiers qui vont complètement disparaître. Et du coup, ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire face. Comment, si les robots remplacent les personnes physiques, comment la société peut continuer à fonctionner telle qu'elle est. Ouais. Bon, ça laisse des perspectives pour le futur, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement ? Non. Je ferais que tu levais la main, Julie. C'est fini ou on peut... Ok. Alors moi, j'avais quand même une petite question justement sur ces notions de responsabilité. Donc là, si on fait un petit résumé, on se rend compte un petit peu de est-ce que ce qu'on crée, ces innovations technologiques, elles répondent à un besoin ou c'est juste pour faire du business, en gros, un petit peu, plus ou moins. Et puis il y a aussi cet aspect de les technologies, comment elles vont transformer notre monde. Donc par exemple le handicap, les soins médicaux, mais aussi l'automatisation de la société de manière générale. Jojol, peut-être, toi tu pourrais nous dire qu'est-ce qui plaît le plus, c'est-à-dire quel est l'objet qui a le plus buzzé, dans juste une petite question comme ça, l'objet qui aurait le plus buzzé. L'objet qui a le plus buzzé ouais. Ces derniers temps en vrai... Tous. Non. En vrai, cette année, c'est quand même les smartphones pliables. Ouais. Ça, il y a tout le monde qui en parle, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Donc du coup, la Samsung qui va sortir son téléphone. En fin d'année, si tout va bien, Huawei va aussi proposer son téléphone pliable. Xiaomi, on ne sait pas quand, mais ils l'ont présenté. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardent et se posent vraiment des questions là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui marche. Ouais. Okay. Après aussi, tout ce qui est voiture autonome, électrique et tout, ça les gens s'intéressent de plus en plus et tout. Et genre l'année prochaine, si j'ai la possibilité, ça serait vachement cool, c'est de tester la future Roadster de chez Tesla. Si c'est possible, là, ça serait vachement cool. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les trois. Alors, là, on va continuer sur le plateau avec Julie qui animera le quiz show. Donc là, 2 équipes vont s'affronter, des équipes de créateurs, et il faudra aussi aller en salle Ellipse. Je crois qu'il se trame quelque chose au premier étage, avec une rencontre de super vilains, il me semble. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, merci à tous et bonne continuation. Merci. Merci.